Bonsoir à tous, il est 20 h. À la une de l'actualité, avoir horreur de l'orgueil et de la vanité, c'est l'invitation du pape François à l'Angélus du dimanche 5 novembre 2017 qu'il a présidé place Saint-Pierre. C'est aujourd'hui que s'est ouvert la COP23 en Allemagne, précisément à Bonn. La Côte d'Ivoire participe à cette conférence sur le climat. Les irrégularités du premier tour mises sur la table ont eu raison du second tour de l'élection présidentielle au Libéria. Un second tour qui devait opposer George Weah et Joseph Boakai. Après les Panama Papers, voici les Paradise Papers, une nouvelle enquête journalistique planétaire du Consortium international des journalistes d'investigation. Bienvenue à tous. Avoir horreur de l'orgueil et de la vanité, c'est l'invitation du pape François à l'Angélus du dimanche 5 novembre 2017, présidé place Saint-Pierre de Rome. Mettant en garde contre la tentation de la suffisance humaine, le pape a loué la vertu de la modestie. Il a aussi exhorté les personnes qui détiennent une autorité à l'exercer avec justesse. Ce dimanche 5 novembre, le pape s'est inspiré de la page de l'Évangile dans laquelle Jésus adresse de sévères critiques aux pharisiens et il laisse des consignes importantes aux chrétiens de tous les temps pour redire le pire défaut de ceux qui exigent des autres des choses, mais qu'ils ne les mettent pas en pratique. Ils mettent des poids importants sur les épaules des gens, mais ils ne bougent pas le petit doigt. Ils vivent une double vie et sont sujets à la vanité. Cette attitude est un mauvais exemple de l'autorité, qui devrait avoir sa force première dans le bon exemple. Pour aider les autres à faire ce qui est juste et en les soutenant dans les épreuves qui se rencontrent sur le chemin du bien. L'autorité est une aide, mais si elle est mal exercée, elle devient oppressive et elle ne laisse pas grandir les personnes. Elle crée un climat de méfiance et d'hostilité. Et elle porte aussi à la corruption. L'attitude du disciple du Christ doit être marquée par la modestie et la fraternité. Au terme de l'Angélus, le pape a rappelé la sœur indienne Maria Vattalil, tuée par reine de la foi en 1995 et béatifiée samedi 5 novembre à Indore. Toujours au Vatican, pour son intention de prière pour ce mois de novembre 2017, le pape François a invité à prier pour l'Asie, ce continent où l'Église est en minorité et où le défi à relever est passionnant. Dans son message, le pape a invité à promouvoir le dialogue entre les religions et les cultures. Selon lui, le dialogue joue un rôle essentiel dans la mission de l'Église en Asie. Soulignons que le pape se rendra en Birmanie et au Bangladesh du 26 novembre au 2 décembre prochain. Ici en Côte d'Ivoire, le site prévu pour la 4e édition du Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan, le Sahara, qui va se tenir du 17 au 26 novembre prochain, évolue. C'est ce que le ministre de l'Agriculture et du Développement durable, Mamadou Sangafoua, est allé constater ce samedi. Le thème de cette édition est la transformation structurelle de l'économie agricole face au changement climatique. Fabrice Saouignon, en charge de l'organisation pratique du salon, s'est exprimé sur les innovations de cette édition. C'est aujourd'hui que s'est ouverte la 23e conférence en Allemagne sur le climat, précisément à Bonn. Comme je vous le disais en titre, la Côte d'Ivoire participe à cette conférence sur le climat. Le ministre de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable, Anne-Désirée Ouloto, qui va effectuer le déplacement, situe les enjeux de la participation de la Côte d'Ivoire à cet événement. La Côte d'Ivoire est en route pour Bonn en Allemagne. Le pays sera représenté à la 23e conférence des parties dénommée COP23 du 6 au 17 novembre prochain. L'enjeu cette année est de s'accorder sur des mesures concrètes de mise en œuvre de l'accord de Paris sur le climat signé en 2015. La communauté internationale s'est engagée à formaliser au plus tard à décembre 2018 le manuel de mise en œuvre de cet accord de Paris sur le climat. Il sera donc discuté pendant
cette COP23 la problématique du financement dans les différents pays. Ce plan d'action, naturellement, sera posé sur la table des négociations. Il nous faudra renforcer toutes les décisions prises à Marrakech à l'occasion de la COP22. La délégation ivoirienne sera forte de plus de 250 personnes. Elle sera composée, entre autres, des structures étatiques, du secteur privé et des organisations de la société civile. Il s'agira pour nous surtout de nous concentrer sur la problématique de la mobilisation des ressources, sous forme de partenariats techniques et financiers, donc avec tous nos partenaires. Nous avons également la problématique du financement de tous nos projets structurants pour un développement résilient et sobre en carbone. Pour nous permettre d'atteindre nos objectifs, nous avons organisé à 2 reprises des rencontres avec toutes les parties prenantes à l'effet d'avoir une démarche cohérente et de nous permettre donc de revenir en Côte d'Ivoire avec de très bonnes nouvelles pour le pays. Le séjour de la délégation ivoirienne sera aussi mis à profit avec des rencontres B2B. La ministre Anne-Désirée Oloto souhaite l'implication de toutes les parties prenantes au cours de cette COP23. Les irrégularités du premier tour mises sur la table ont eu raison du second tour de l'élection présidentielle au Libéria. Ce second tour devait opposer l'ex-star de football George Weah, qui a obtenu 38,4% des voix au premier tour le 10 octobre dernier, face au vice-président sortant Joseph Boakai, qui lui a obtenu 28,8%. Mais la Cour avait été saisie par le Parti de la Liberté, le parti du troisième candidat qui a remporté 9,6% des suffrages. La Cour suprême a donc décidé que le second tour, qui devait se tenir demain, 7 novembre 2017, n'aura pas lieu. Au Zimbabwe, le vice-président Emmerson Mnangagwa, nommé en 2014, n'est clairement plus en odeur de sainteté. Le président Mugabe, 93 ans, a eu des mots très durs contre celui qui a parfois été présenté comme son successeur évident. Lors d'un meeting politique où était également présente Grace Mugabe, qui affiche ses propres ambitions présidentielles. Au Zimbabwe, les luttes internes de la ZANU-PF, le parti au pouvoir, occupent encore une fois le devant de la scène. Au cœur des passions, la succession de Robert Mugabe et plus que jamais, son épouse Grace veut s'imposer comme candidate naturelle. Lors d'un meeting ce dimanche à Harare, la première dame a pris à partie le vice-président Emmerson Mnangagwa, autrefois favori. Vous avez donné à votre femme une circonscription électorale. Mais quand il s'agit de moi, vous mentez aux gens et vous dites que Robert Mugabe et sa femme sont en train de créer une dynastie. Mais maintenant, je vous dis que le président Mugabe me laissera ce poste. Depuis quelque temps, Emmerson Mnangagwa est sur la sellette, accusé d'attiser les divisions au sein du parti et de saper l'autorité du président. De son côté, la Ligue des femmes, dirigée par Grace Mugabe, milite pour qu'une femme soit nommée vice-présidente dès le mois de décembre. La guerre est donc déclarée entre Grace Mugabe et son rival. À ce jour, Robert Mugabe n'a pas officiellement désigné de successeur. Il a même été investi candidat de la ZANU-PF pour la prochaine présidentielle en 2018. La nouvelle est tombée. L'ancien sprinteur namibien et membre du Comité international olympique est inculpé de corruption passive et blanchiment d'argent. Le nom de Francky Frédéric apparaît dans l'enquête menée en France sur les soupçons d'achat de voix dans l'attribution des Jeux olympiques 2020 de Tokyo. L'ex-sprinteur namibien et membre du Comité international olympique, Francky Frédéric, a été inculpé vendredi pour corruption. L'ancien champion du monde du 200 mètres et quadruple médaillé olympique est soupçonné de s'être laissé corrompre dans le cadre de l'attribution des Jeux de 2020 à Tokyo, étendue en juillet dernier à ceux de Rio. L'information judiciaire a été ouverte en décembre 2015 depuis la découverte d'un virement suspect de 299,300 000 $ perçu le 2 octobre 2009. La compétence de la justice française qui s'est saisie de cette affaire dans le sillage d'une autre enquête portant sur un pacte de corruption entre le sommet de la Fédération internationale d'athlétisme et la Russie s'explique notamment par le fait que des fonds ont pu être blanchis à Paris. La mise en examen de Francky Frédéric en France intervient moins d'un mois après l'arrestation à Rio dans l'enquête brésilienne de Carlos Nosman, soupçonné d'avoir été un relais important du possible système de corruption qui a permis à Rio d'obtenir les Jeux.
Le président catalan destitué, Carles Puigdemont, et ses 4 conseillers s'étaient livrés d'eux-mêmes dimanche matin 5 novembre à la police belge. Dans la soirée, la justice les a libérés sous caution, mais sans condition en attendant la suite des procédures. C'est à bord de cette camionnette que Carles Puigdemont et 4 de ses collaborateurs sont sortis du palais de justice de Bruxelles. Après des heures de discussion, ils sont finalement laissés en liberté, mais sous condition. Le juge d'instruction a suivi la position du parquet en imposant simplement aux 5 Catalans d'avoir une adresse fixe, de se présenter aux convocations et de ne pas quitter le territoire belge. L'avocat de l'ancien président catalan est lui resté muet à sa sortie de l'immeuble. Pourtant, sa stratégie semble jusqu'à présent porter ses fruits. S'opposer d'un côté à toute demande d'extradition émanant de l'Espagne, tout en s'engageant à travailler en bonne intelligence avec la justice belge que Carles Puigdemont a même qualifiée de vraie justice. Malgré le mandat européen délivré par Madrid, la procédure devrait être assez longue, jusqu'à 3 mois selon le ministère de la Justice belge. Dans les rues de la capitale espagnole, des centaines de personnes sont descendues pour réclamer la libération des 8 dirigeants catalans, aujourd'hui placés en détention. Selon les derniers sondages, les partis pro-indépendance pourraient perdre la majorité absolue au Parlement lors des élections organisées le 21 décembre. Après les Panama Papers, voici les Paradise Papers, une nouvelle enquête journalistique planétaire du Consortium international des journalistes d'investigation met en évidence les ressorts d'une industrie très florissante parmi les puissants de ce monde. Cela va de la reine d'Angleterre au chanteur Bono en passant par de grandes entreprises multinationales. Mais surtout, cela met en cause des personnalités politiques de premier plan. C'est une plongée inédite dans les circuits opaques de l'optimisation fiscale. Une enquête de plus d'1 an menée par un consortium international de journalistes. Les Paradise Papers, 13,5 millions de documents provenant d'un cabinet d'avocats basé aux Bermudes. Parmi les noms qui y figurent, la reine d'Angleterre Elisabeth II, 10 millions de livres sterling auraient été transférés aux îles Caïmans et aux Bermudes. Mais la liste ne s'arrête pas là. Wilbur Ross, le secrétaire du commerce américain, une des figures du gouvernement Trump, y est aussi mentionné. Il entretiendrait des liens troubles avec des proches de Vladimir Poutine. Côté show business, Bono ou encore Madonna sont aussi épinglés pour avoir échappé au fisc. Une pratique qui, il faut le rappeler, est autorisée par la loi. Ce n'est pas parce que c'est légal que c'est légitime ou moralement correct. Nous voyons la disparition de milliards qui devraient être imposés. En plus du quotidien bavarois, ce sont 96 médias dans 67 pays qui ont participé à la publication de cette enquête d'une ampleur rare et qui met le doigt sur une pratique courante parmi les ultra-riches. Ils font appel à des cabinets spécialisés comme Appleby, payés très cher pour trouver les failles du système de taxation et placer l'argent à l'abri aux 4 coins du monde dans des paradis fiscaux. Selon une enquête de l'OCDE, l'optimisation fiscale créerait chaque année un manque à gagner situé entre 100 et 240 milliards d'euros au niveau mondial. La 23e conférence de l'ONU s'est ouverte ce matin à Bonn, en Allemagne, sous la présidence des îles Fidji. Le Premier ministre des îles Fidji, qui présidera cette 23e session, viendra y présenter les effets néfastes du changement climatique et demander au monde l'impérativité de prendre des mesures afin de prévenir d'autres problèmes qui pourraient en découler. La COP23 s'ouvre ce lundi à Bonn, en Allemagne, dans un contexte d'urgence climatique. Le réchauffement de la planète menace notamment la survie de plusieurs petits États insulaires comme les Fidji. Le chef du gouvernement de cet archipel sera d'ailleurs là pour le rappeler. C'est lui qui présidera cette 23e conférence de l'ONU sur le climat. Nous apportons un message en provenance des Fidji, une nation merveilleuse du Pacifique. On est là pour dire que trop, c'est trop. On a besoin de volonté politique de toutes les parties pour mettre en place les changements nécessaires pour mettre fin aux souffrances endurées par les peuples de la planète. Et de la volonté politique, il en faudra aux délégués des près de 200 pays réunis pour la COP23. C'est la première fois qu'ils se retrouveront depuis l'annonce faite par Donald Trump en juin dernier de retirer les États-Unis de l'accord de Paris. Certains redoutent que la position américaine influence d'autres nations de manière négative.
Signés fin 2015, les accords de Paris ont été ratifiés à ce jour par 168 pays. Ces États se sont engagés à réduire les émissions de CO2 pour maintenir le réchauffement climatique sous la barre des 2 degrés Celsius par rapport au niveau d'avant la révolution industrielle. La tournée américaine de Donald Trump porte déjà ses fruits. La Corée du Sud, allié traditionnel des États-Unis, a sanctionné une nouvelle fois Pyongyang. 18 personnalités nord-coréennes déjà visées par des sanctions américaines ont été sanctionnées par la Corée du Sud pour avoir eu partie avec le programme d'armement nord-coréen. La Corée du Sud a sanctionné une nouvelle fois Pyongyang. 18 banquiers nord-coréens établis en Chine, en Russie et en Libye, soupçonnés d'avoir partie liée avec les programmes d'armement nord-coréens, ont fait leur entrée sur la liste noire de Séoul. C'est un nouveau coup porté contre son voisin du Nord. Ces 18 personnalités étaient déjà visées par des sanctions américaines. Nous espérons que ceci encouragera les gens à éviter les transactions problématiques avec la Corée du Nord, que cela contribuera à bloquer les principales ressources de Pyongyang en devises étrangères et le développement d'armes de destruction massive. Le président américain Donald Trump arrive aujourd'hui à Séoul après son passage au Japon. Hier, des dizaines de militants pacifistes l'ont appelé à agir pour la paix sur la péninsule coréenne. Certains brandissaient des banderoles plutôt hostiles. No war, no Trump, pas de guerre, pas Trump. La bonne réponse pour la Corée du Sud et les États-Unis, c'est d'agir en même temps. Il y a déjà des discussions. Nous aimerions dire au président Trump d'agir en ce sens pour apporter une paix réelle sur la péninsule coréenne. Ces nouvelles sanctions, de fait, sont largement symboliques car aucun lien économique n'existe entre les deux Corées. Il n'empêche que Pyongyang ne devrait pas apprécier. Une cérémonie a été organisée aux États-Unis pour rendre hommage aux victimes de la fusillade dans une église du Texas. Rappelons qu'un homme a ouvert le feu ce dimanche, tuant 26 personnes en plein service religieux. Cette tuerie intervient 5 semaines seulement après celle de Las Vegas. Suite à cette fusillade meurtrière au Texas, des dizaines de personnes se sont réunies lors d'une veillée aux chandelles. Un hommage aux victimes en présence du gouverneur du Texas près du lieu du drame. Un moment forcément chargé d'émotions. J'ai tellement pleuré que je n'ai plus de larmes. Cet homme nous a seulement rapprochés en faisant cela. Nous sommes plus unis maintenant. Cela nous donne juste une raison d'être encore plus ensemble. Nous deviendrons plus forts et nous vaincrons cela. Des bougies et des chants pour rester unis, un recueillement nécessaire avant sans doute de nouveau le débat sur la réglementation des armes, car chaque année 33 000 décès liés aux armes à feu sont recensés aux États-Unis. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Restez sur Divin Amour TV, la chaîne de la nouvelle évangélisation. Très bonne soirée à tous.